Ça y est, l'orage est passé, alors avant de prendre un petit peu de repos, il est temps d'évaluer l'ampleur des dégâts. Même si la soirée d'hier a été plus calme en NBA, c'est quoi cette semaine qu'on vient de vivre? Il y a eu de ces dingueries là, avant la deadline, ça faisait bien longtemps que ça n'avait pas été aussi agité dans la grande ligue. Pour ceux qui vivraient dans une grotte d'ailleurs, j'ai fait des vidéos récap à chaud des principaux trades qui ont pris place. Alors maintenant, il est temps d'avoir une vision plus globale, de prendre un petit peu de recul pour essayer d'identifier qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cette trade deadline. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, il n'y a pas eu de choix Instagram cette semaine pour le choix du sujet, mais ne vous inquiétez pas, ça revient dès ce dimanche. Rejoignez-nous d'ailleurs sur le canal Instagram si ce n'est pas encore fait et que vous voulez participer au choix du prochain sujet. Mais oui, exceptionnellement là, ce sujet sur les winners et les losers, c'est moi qui l'impose tant il me semble essentiel en cette période. On a beaucoup de choses à voir ensemble là, alors installez-vous bien, on s'y attaque tout de suite. Et voilà, la trade deadline en NBA est passée. Et quelle folie! Perso, je m'attendais à une édition particulièrement calme, bridée par les restrictions du CBA et les contraintes financières qu'impliquent de gros mouvements. Et pourtant, un peu moins d'une semaine avant l'échéance, c'était dimanche, on s'en rappelle, tout a basculé. On a assisté à un truc qui nous a tous scotchés. Luka Doncic a été envoyé aux Lakers dans un deal qui aujourd'hui apparaît toujours surréaliste. Ce trade, c'était l'élément déclencheur de ce qui allait se passer après, et de lundi à jeudi, on a assisté à une véritable frénésie. Je pense qu'Adam Silver lui-même ne s'attendait pas à ce que sa NBA se redessine de la sorte. Jimmy Butler aux Warriors, De'Aaron Fox aux Spurs, Zach LaVine aux Kings, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Middleton, Ingram, Wiggins, Kuzma, Mark Williams, DeAndre Hunter, tous ont bougé en un rien de temps, et d'un coup d'un seul, le paysage de la NBA a bien changé. Heureusement en vrai que les dernières heures de la deadline ont été plus calmes, comme si les front office avaient cramé toute leur énergie les jours précédents avant le sprint final. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y avait rien à surveiller, il y a eu des petits trucs intéressants, mais après le chaos des jours précédents, la conclusion a été presque silencieuse, j'ai envie de dire. Mais ne vous fiez pas à ça, moi ce que je retiens, c'est que la NBA ne sera plus jamais la même après cette semaine. Parce que ouais, si certaines franchises se sont renforcées de manière spectaculaire, d'autres ont laissé planer le doute quant à leur stratégie, voire même ont totalement raté le coche. Parmi elles, j'ai décidé de mettre en lumière 6 teams gagnantes et 6 teams perdantes, et je vais vous expliquer mes choix. Et vous vous en doutiez, sans surprise, les premiers winners que je mets en avant aujourd'hui, ce sont les Lakers. Quand tu échanges Anthony Davis contre Luka Doncic, tu es gagnant. Pour moi, il n'y a même pas débat. Et si en plus derrière, tu arrives à choper un pivot jeune et prometteur pour ta raquette, ça devient totalement jackpot. Et ouais, vous l'avez compris, c'est exactement ce que les Lakers ont réussi à faire avant cette trade deadline. Il y a une semaine, cette équipe stagnait dans la zone du play-in, bloquée entre le besoin de maximiser les dernières années de LeBron et l'incapacité à véritablement construire l'après. Aujourd'hui, la franchise de LA s'est offert l'un des talents générationnels les plus dominants de la ligue, un joueur qui peut porter une attaque à lui seul et qui en prime n'a que 25 ans. Et le pire, ils n'ont même pas eu à vider leur stock de piques pour l'attirer dans leur filet, un véritable braquage. Dallas s'est laissé enfermer dans des négociations exclusives avec les Lakers, et les dirigeants californiens en ont bien profité. De toute façon, pour moi, un talent générationnel comme Luka ne devrait même pas être sur le marché à son âge, c'est incompréhensible. Nico Harrison s'est fait rouler dessus par Rob Pelinka et toute la sphère NBA en est restée bouche bée. Ceci dit, faut le dire, pour faire ce move, il a fallu se séparer d'Anthony Davis, ce qui a laissé un trou béant dans la raquette de Los Angeles. Résultat, Rob Pelinka a encore agi, en récupérant Mark Williams, un pari certes, mais un pari qui peut porter ses fruits. En effet, le pivot a connu des soucis physiques et il n'est pas encore un défenseur élite. Cependant, il a le profil parfait pour s'intégrer dans cette nouvelle version des Lakers. Un grand, mobile, jeune, capable de jouer le pick and roll avec Luka et de gober des rebonds en pagaille, ça peut faire énormément de bien. Après, je sais, on va pas se leurrer avec ces mouvements, tout n'est pas rose et forcément des doutes existent aussi. La condition physique de Luka Doncic, on le sait, pose question, et avec le départ d'AD, la défense de Los Angeles prend un vrai coup dans l'aile. On sait également que Williams est un joueur injury prone, et tout ça, à court terme, ça peut soulever pas mal d'inquiétudes. On ne va pas se mentir de toute façon, basketballistiquement parlant, le départ d'Anthony Davis reste une perte énorme. Donc oui, disons-le, malgré ce move, pour toutes ces raisons, les Lakers ne sont tout de même pas les favoris pour le titre 2025 en NBA. Mais perso, je m'en fous, je veux voir plus loin, parce qu'avec ce deal, l'objectif pour les Lakers
n'est pas juste cette saison, mais plutôt toute la décennie à venir. Et ouais, on parle des Lakers, une franchise qui a toujours su attirer les superstars, les gérer et qui a toujours su rebondir. Ils viennent d'ajouter un jeune joueur capable d'être le visage de la NBA pour les 10 prochaines années. Ils ont gardé assez de flexibilité pour entourer Luka avec d'autres pièces majeures à l'avenir. Et puis, ils ont toujours le King. Tant qu'il est là, tout est possible sur une série de playoffs. Mais ce qui me plaît le plus vraiment dans ce deal, c'est que désormais, l'ère post-LeBron semble assurée pour le futur. Donc ce qu'on vient de voir, c'est peut-être l'un des plus gros moves de l'histoire NBA à la deadline pour une franchise. Dans quelques années, on se dira peut-être que c'est en ce mois de février que les Lakers ont posé les premières pierres de leur future dynastie. Luka Doncic à LA, c'est donc maintenant réel, et je n'ai pas de doute, les dirigeants de Los Angeles s'en frottent bien les mains. Sauf que même si ce move a attiré toute la lumière, d'autres franchises dans l'ombre ont aussi agi pour réaliser des transactions intéressantes. Parmi elles, les Spurs, que je considère gagnants, et pas qu'un peu. D'abord, mettons les choses en perspective. San Antonio vient de récupérer De'Aaron Fox, un meneur All-Star de 27 ans qui tourne à 25 points et 6 passes de moyenne sur les 5 dernières saisons. Un vrai dynamiteur de défense, un slasher ultra rapide, un playmaker capable de créer du jeu partout, et surtout un mec qui va changer la vie de Victor Wembanyama. Parce que oui, jusque-là, San Antonio c'était vraiment le problème. Les Spurs, c'était un peu Wemby ou rien du tout. On parle d'une équipe qui affichait un catastrophique 5-17 quand le prodige français marquait moins de 25 points. Victor, c'est un jeune homme de 20 ans, à qui on demandait déjà d'être un franchise player, un leader et un closer. Bien trop de responsabilités, bien trop tôt. Avec Fox, il a enfin un lieutenant de luxe, un gars capable de soulager la pression offensive, d'attirer les défenses et de lui offrir des caviars sur pick and roll. La connexion entre ces deux-là, on en a eu un petit aperçu déjà, ça peut devenir un vrai cauchemar pour la concurrence. Mais surtout, là où San Antonio a fait un braquage, c'est pour ce qu'ils ont lâché en retour dans l'échange. Oui, 3 premiers tours de draft sont partis, mais soyons sérieux, le pick des Hornets 2025 est protégé loterie et a toutes les chances de se transformer en 2 seconds tours, tandis que leur propre pick 2027 sera probablement bien bas. En gros, les Spurs ont envoyé Zach Collins, Trey Jones, Sidi Sissoko et quelques miettes pour récupérer un meneur calibre All-Star. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à garder intact leur noyau prometteur de jeunes. Stephen Castle, Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sohan, aucun de ces talents n'a bougé, et c'est bien là le plus fort à mon sens. Pour faire venir un meneur comme Fox, lâcher aussi peu en retour, c'est assez irréel. Puis faut savoir, à côté de ça, que San Antonio dispose toujours du premier tour de draft 2025 d'Atlanta. L'avenir s'annonce vraiment radieux dans le Texas. En clair, les Spurs viennent de poser la première brique pour leur retour au sommet, et ils ont encore du carburant en réserve pour pouvoir y accéder encore mieux dans le futur. Alors est-ce que ce move fait des Spurs un contender immédiat? Non, pas du tout. L'objectif n'en est pas encore là. Ceci dit, avec le duo Fox-Wemby, il se positionne comme une équipe qui peut accéder aux playoffs dès cette année, et pourquoi pas même, peu à peu, devenir une terreur de l'Ouest dans les saisons à venir. D'un point de vue individuel, le futur de Wembanyama s'annonçait déjà effrayant, mais si maintenant, d'un point de vue collectif, en plus de ça, il est bien entouré, la suite pourrait s'avérer très belle du côté de San Antonio. D'ailleurs, je veux parler des Kings eux aussi vite fait, car malgré la perte de Fox, je les considère eux aussi comme plutôt gagnants après cette trade deadline. Par contre, honnêtement, je comprends les doutes au premier abord, car la perte de De'Aaron Fox, le cœur et le visage de la franchise, ça fait forcément mal sur le papier. Et puis reformer le duo Lavine-DeRozan, qui par le passé, sans meneur gestionnaire, a déjà montré ses limites à Chicago, ce n'est peut-être pas non plus la meilleure idée du monde. Pourtant, quand je creuse un peu, finalement, je me dis que les Kings ne s'en sortent pas si mal. D'abord, ils étaient dos au mur, Fox voulait partir et sa volonté de rejoindre San Antonio a plombé leur marge de manœuvre. À partir de là, il fallait limiter la casse. Et le résultat, c'est quoi? Zach LaVine, mais aussi Jonas Valanciunas, débarquent à Sacramento. LaVine, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, reste un scoreur élite, capable de prendre feu et d'alléger la charge offensive de Sabonis. Valanciunas, quant à lui, c'est enfin un vrai renfort à l'intérieur. Son duo avec Domas a du sens. Même ADN, même école lituanienne du jeu intérieur, même capacité à poser des écrans solides et à faire vivre le ballon. Les deux hommes auront probablement des difficultés à évoluer ensemble sur le terrain, n'empêche que l'arrivée de Jonas apporte une profondeur super intéressante aux Kings au poste 5. Le vrai débat pour moi, c'est plutôt la direction qu'a choisi de prendre Sacramento. Repartir sur un projet plus jeune avec des pics aurait peut-être été plus judicieux, mais ce n'est pas ce que veut Vivek Ranadive. Le proprio des Kings veut une équipe compétitive, qui joue les playoffs chaque année, qui garde son public engagé. Dans cette optique, il récupère des pièces qui les maintiennent dans la course. Est-ce parfait? Non, mais au vu de la situation, les Kings arrivent à limiter la casse et peut-être pourquoi pas à rester dans la course dans la conférence Ouest. Si c'est ce que voulait la franchise, je me dis que c'est déjà une victoire. Par contre, une autre équipe dont on parle peu et qui pour moi s'en sort plutôt bien, c'est les Hornets. Déjà, expliquons le contexte, et soyons francs, cette équipe n'allait nulle part cette saison. Plombée par les blessures et plongée dans les bas-fonds du classement, les dirigeants de Charlotte devaient absolument agir, et c'est ce qu'ils ont fait. D'abord, et ça j'aime bien, ils ont réussi à refourguer Cody Martin et Vasilije Micic, deux mecs qui, soyons honnêtes, n'avaient pas vraiment d'avenir en Caroline du Nord. Micic était surtout un backup vieillissant, tandis que Martin, bien que solide défensivement, a pris l'habitude ces dernières saisons de passer beaucoup trop de temps à l'infirmerie. En échange, Jusuf Nurkic, qui va tenir la baraque sous le cercle en attendant de trouver mieux, et surtout un premier tour de draft. Ça, ce genre d'asset, c'est
c'est énorme pour une équipe qui mise sur le futur. Mais la vraie grosse affaire pour moi dans toutes ces histoires avant la trade deadline, c'est l'arrivée du rookie Dalton Knecht. En lâchant Mark Williams, un pivot talentueux mais fragile, les Hornets récupèrent un scoreur ultra prometteur et un autre pick du premier tour. Williams avait du potentiel, mais entre ses blessures et les interrogations sur son plafond, c'était un pari risqué. Charlotte a préféré jouer la sécurité et penser à son futur. À mon avis, c'est malin. En clair, la franchise s'est affichée comme une équipe vendeuse et elle a parfaitement exécuté son plan. Sacrifier des pièces qui pourraient satisfaire des contenders, absorber de gros contrats et récupérer des assets. C'est une stratégie qui par le passé a déjà porté ses preuves en NBA, donc je me dis que c'est bien, surtout quand l'état, j'ai l'impression que les Hornets anticipent parfaitement le crash prévu de projets bancals comme ceux des Suns. Maintenant, elle va être très moche sur le terrain, la deuxième partie de saison de Charlotte, il faut en être conscient. Par contre, cette deadline, je trouve, confirme leur projet futur et met cette équipe dans de meilleures dispositions pour l'avenir. C'est bien pour ça que pour moi, même si ce n'est pas à la hauteur de certains, ils font partie des gagnants de cette deadline. Tout comme Miami d'ailleurs. Oui, Miami, qui pourtant vient de perdre Jimmy Butler, un joueur qui les a portés 2 fois en finale ces dernières saisons. Mais disons-le, dernièrement, la situation autour de lui et de ses projets de départ commençait à devenir totalement intenable en Floride. Le Heat était dans une impasse et plutôt que de rester bloqué avec un joueur qui ne voulait plus être là, Pat Riley a fait ce qu'il sait faire de mieux, tirer le maximum d'une situation complexe. Alors ouais, Jimmy B a fait ses bagages vers Golden State, mais en échange, le Heat récupère Andrew Wiggins notamment. Après une saison 2023-2024 en dents de scie, il retrouve peu à peu son niveau, et ça peut être bien. Bah ouais, en tant que défenseur solide capable d'apporter du scoring sans monopoliser le ballon, il peut s'intégrer parfaitement dans la Heat culture, je trouve. Surtout qu'à côté de lui, Miami met la main sur un premier tour de draft protégé, un asset potentiellement précieux pour l'avenir. Butler, c'est un énorme talent, c'est sûr, mais un talent vieillissant, qui en plus de ça prétendait à un gros chèque l'été prochain, et il valait peut-être mieux qu'il parte. Transformer un joueur qui de toute façon ne jouait plus en Wiggins plus un pick, je trouve ça forcément positif. Et puis il faut prendre du recul, l'ère Butler à Miami c'était du très très lourd. 5 ans, 3 finales de conférence, 2 finales NBA, des performances mythiques en playoff, mais tout a une fin, et celle-ci devenait inévitable. En bouclant ce trade, le Heat réussit à tourner la page sans pour autant tout envoyer valser. L'équipe reste compétitive avec Bam Adebayo et Tyler Herro en pilier, du renfort défensif sur les ailes, des jeunes prometteurs comme Rakez et Jovic, et surtout une meilleure flexibilité pour l'avenir. Eric Spoelstra, avec ce genre de roster, est tout à fait en mesure de faire des miracles et d'aller embêter des équipes pourtant bien plus armées au moment des playoffs. C'est d'ailleurs exactement ce que l'on va observer et attendre de la part du tacticien dans les mois à venir. Alors oui, Miami perd le meilleur joueur de ce deal, et dans ce genre de situation, on s'en sort rarement gagnant. Mais ce que je veux retenir, c'est que dans ce contexte, et malgré cette situation compliquée, ils ont réussi à maximiser ce qu'ils pouvaient recevoir en retour. Butler voulait une extension, le Heat a dit non, et plutôt que de s'acharner sur un projet en fin de cycle, ils ont préféré rebondir. Le trade fait respirer la franchise et lui permet d'avancer. Pour moi, Pat Riley a accompli sa mission de manière très intelligente. Donc ouais, là je vous ai parlé déjà de 5 équipes parmi les winners, et je vous en avais promis 6. Voilà pourquoi j'enchaîne et je termine ce chapitre avec les Cavaliers. L'équipe, déjà en tête de la conférence Est, n'a pas joué la prudence, et ça j'aime bien. Kobe Altman avait certains projets en tête. Oui, l'ajout de DeAndre Hunter ce n'est pas forcément flashy, mais c'est exactement ce qu'il fallait. Un ailier athlétique, capable de défendre plusieurs positions et surtout d'apporter du spacing. C'est fort, il tourne à 19 points par match cette saison, avec un joli 39% à 3 points, et coche beaucoup de cases dans cette team qui depuis plusieurs années cherche un joueur solide à son poste. En effet, depuis le début de saison, les Cavs dominent, mais Kenny Atkinson gardait un trou béant sur les ailes. Ça se voyait, le tacticien galérait vu qu'il n'avait pas la pièce idéale. Isaac Okoro, c'est une option défensive. Max Strus, c'est le shoot, mais personne n'offrait vraiment ce mix idéal entre les deux. Hunter vient combler ce vide. Il semble pouvoir s'intégrer parfaitement aux côtés de Garland, Mitchell, Mobley et Allen. Pour moi, son arrivée représente une vraie upgrade. En contrepartie, perdre Caris LeVert et George Niang, ce n'est pas dramatique, surtout en vue des playoffs, où toutes les rotations se resserrent de toute façon. Après oui, les Cavs lâchent aussi quelques futurs pics, mais plutôt des pics de second plan, en tout cas rien qui mette en péril l'avenir de la franchise. De toute façon, on s'en rend compte en ce moment, à Cleveland, l'objectif c'est le présent, et avec ce move, ils arrivent très bien à capitaliser là-dessus. Le seul bémol peut-être pour moi dans la construction de ce roster, s'il veut avoir des ambitions, c'est le manque d'un intérieur backup a priori. Ça m'aurait plu pour la rotation qu'un autre poste 5 débarque avant la deadline, mais patience, le marché des buyouts peut servir à ça. Puis la plupart des concurrents de Cleveland ont plutôt dormi ces dernières semaines dans la conférence Est, et avec ce move, les Cavs peuvent potentiellement prendre une longueur d'avance sur eux. Ils ont réussi à sortir de cette période plus fort sans pour autant sacrifier leur futur. Ce move les place donc définitivement comme des candidats sérieux à un long parcours de playoff dans quelques mois, et après une page LeBron James qui a été si difficile à tourner, il y a quelques années, toute la ville, voire même tout l'Ohio doit s'en réjouir. Bref, ouais, vous l'avez compris, pour moi, toutes ces teams, elles ont fait à peu près ce qu'il fallait avant la deadline. Bien sûr, quelques interrogations subsistent les concernant, mais peu importe, c'est le jeu. Pour moi, ces teams font partie des gagnantes. Sauf qu'avant d'évoquer les perdants, je voulais ajouter une petite équipe bonus, une équipe surprise qui n'était pas du tout prévue, une équipe que je ne sais pas comment classer, ni parmi les gagnants, ni parmi les perdants, les Warriors.
Ce qu'ils ont réalisé à la deadline, même si sur le papier ça peut paraître sympa, me laisse quand même pas mal dubitatif. Maintenant, ne nous mentons pas, faire venir Jimmy Butler c'est plutôt bien, hein, mais ça ressemble quand même un peu à un panic move. Pourtant, à la base, les intentions de Mike Dunleavy à Golden State paraissent claires et paraissent même sensées. Il faut maximiser les dernières grandes années de Stephen Curry. À 36 ans, le meilleur shooter de tous les temps n'a plus de temps à perdre, et Golden State lui offre enfin un coéquipier élite capable de prendre le relais offensif. Jimmy Butler, même à 35 ans, reste une force dominante lorsqu'il est en bonne santé. Il apporte de la dureté, une défense de haut niveau et une mentalité de gagnant qui pourrait théoriquement relancer une équipe en perte de vitesse, notamment en play-off. Et voilà, ça reste un pari cher en plus, qui n'apporte aucune garantie certaine. D'abord parce que Butler traîne un historique de tension partout où il est passé. Chicago, Minnesota, Philadelphie et plus récemment Miami. Il aime être l'alpha, imposer ses règles, et les Warriors ont déjà un vestiaire avec de fortes personnalités, notamment Draymond Green. L'alchimie ne sera pas automatique, et si ça tourne mal, ce sera violent. Kevin Durant, qui si l'on en croit les bruits de couloir, aurait très bien pu arriver à Golden State et faire son retour à la place de Butler, aurait à mes yeux beaucoup mieux convenu. Oui, de ce qu'il se dit, tout était fait pour que KD retrouve le maillot des Warriors et que Butler aille aux Suns, sauf que le joueur lui-même a expliqué que l'idée lui déplaisait. Mike Dunleavy a préféré ne pas lui forcer la main, et l'a donc joué safe en faisant venir Jimmy Butler à sa place. Sur le papier, c'est un joli lot de consolation, mais c'est aussi dans la pratique un lot de consolation qui soulève pas mal de doutes. Parce que ouais, le problème de Butler, ce n'est pas forcément son jeu, mais plutôt son âge et son contrat. L'ailier, en arrivant aux Warriors, a directement signé une extension de 121 millions sur 2 ans. À 37 ans, il touchera donc encore plus de 60 millions par saison. C'est énorme pour un joueur qui a manqué en moyenne 20 matchs par exercice ces 5 dernières années. Si son déclin physique s'accélère, ce deal pourrait vite devenir un poids mort pour la franchise californienne. Et puis tactiquement aussi, on va le dire, le fit soulève aussi quelques doutes malgré tout le talent de l'ailier. Butler n'est pas un shooter élite à 3 points, ce qui pourrait poser problème dans le système basé sur le spacing et le mouvement du ballon à Golden State, mené par Steve Kerr. Certes, il va apporter du jeu en ISO, de la création et une vraie capacité à aller chercher des fautes, un domaine où Golden State galère cette saison, mais est-ce suffisant pour faire des Warriors un contender? Pas sûr. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que Butler, lui, a complètement gagné ce qu'il voulait dans cette histoire. Il quitte une situation devenue toxique à Miami pour rejoindre une équipe avec plus de potentiel, avec un énorme chèque à la clé en plus. Il va jouer aux côtés de Curry dans un système intelligent, sous les ordres de Steve Kerr, et il pourrait avoir une vraie chance en play-off. Mais les Warriors, je reste sceptique. Désolé pour les fans des Dubs. Si tout se passe bien, ils redeviennent rapidement un outsider très sérieux dans la conférence Ouest, et dans ce cas-là, on pourra les considérer comme gagnants. Par contre, si ça se passe mal, ils auront hypothéqué leur avenir pour un dernier barreau d'honneur qui pourrait rapidement tourner au fiasco. Ce que je me dis donc, c'est que ce transfert ne peut pas vraiment être jugé immédiatement. Il y a du potentiel dans cette venue, certes, mais pour l'instant, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Je préfère donc attendre de voir comment Butler s'intègre et comment cette équipe évolue dans les mois à venir avant de donner un avis définitif. Par contre, si j'ai des doutes concernant les Warriors, il y a certaines équipes pour lesquelles j'ai un avis beaucoup plus tranché, comme les Mavericks par exemple. Pourtant, je l'ai vu dans la vidéo que j'ai faite à chaud, juste après le trade AD-Luka Doncic. Beaucoup d'entre vous étaient en désaccord avec moi. Oui, beaucoup disaient que vu la forme physique de Doncic et le niveau défensif d'Anthony Davis, c'était les Mavericks qui se sortaient gagnants de ce deal. Allez, si je suis gentil, je peux dire que je comprends ces arguments vite fait. L'association AD-Kyrie, elle est super prometteuse, elle va être super sympa à voir jouer, et d'un coup, la raquette des Mavericks devient super dense. Mais désolé, pour moi, dans cette histoire, les Mavs sont les grands perdants. Ils se sont fait douiller. Même malgré l'arrivée d'Anthony Davis, si l'on parle du présent, je pense que ça va être trop juste pour espérer un titre cette année, tant le supporting cast me semble léger. Ça s'est vu il y a pas longtemps dans la raclée qu'ils ont pris à Cleveland, sans Kyrie et sans AD, justement. Je me trompe peut-être, mais il y a quand même pas mal de failles dans ce roster vieillissant, qui manque de profondeur. Et le futur, le futur, j'ose même pas y penser, comme dirait Joey Star. Nico Harrison a tout ruiné. Parce que oui, soyons clairs, quand une franchise échange un joueur générationnel de 25 ans, encore loin d'avoir atteint son apogée contre un intérieur vieillissant et un seul malheureux premier tour de draft, elle ne peut pas espérer sortir gagnante. Les interrogations autour de la condition physique et la défense de Luka Doncic, stop, je veux même pas les entendre. Il n'est pas parfait, c'est sûr, mais il reste un génie du basket qui a encore de longues années devant lui. Après oui, je veux bien l'entendre. Pour Dallas, récupérer AD, c'est bien, ça permet à l'équipe de rester compétitive à court terme. Je suis totalement en adéquation avec ça. Le Unibro, c'est un grand joueur, un multiple All-Star, un défenseur d'élite, mais c'est aussi un joueur qui a toujours été sujet aux blessures, qui approche les 32 ans et qui, contrairement à Luka, n'a jamais été capable d'être le centre de gravité d'une attaque en NBA. Ajoutez à ça le fait que Dallas n'a même pas pris la peine d'explorer d'autres offres et s'est contenté de négocier uniquement avec les Lakers, et c'est du travail bâclé. Quand tu mets un talent comme Luka Doncic sur le marché, ce que tu dois faire, c'est faire grimper les enchères, pas accepter la première offre venue. Alors oui, j'ai entendu que si Nico Harrison ne l'a pas fait, c'est justement parce que Anthony Davis, c'était son objectif numéro 1, son objectif rêvé, mais il aurait pu récupérer tellement mieux contre un joueur comme Doncic. Et puis ce n'est pas juste une question de contrepartie, c'est aussi une question d'image. Luka, c'était le visage de ces Mavericks. Il a porté cette équipe en finale NBA l'an dernier, il incarnait l'espoir et l'avenir de la franchise. Il y a eu des doutes sur son hygiène de vie, son comportement en interne, mais vraiment, est-ce que ça justifie
justifie un tel move? On parle de la crème de la crème de la NBA. Certains fans de Dallas sont allés jusqu'à annuler leur abonnement, et je les comprends. Moi aussi je l'aurais mauvaise à leur place, et je réclamerais la tête de Nico Harrison dans une telle situation. D'ailleurs Harrison, parlons-en. Il y a un an à peine, il était encensé pour ses moves à la trade deadline. Il avait ramené PJ Washington, Daniel Gafford et drafté Derek Lively quelques mois plus tôt. 3 ajouts majeurs qui avaient propulsé Dallas en finale. Aujourd'hui, il est devenu la risée de la NBA. Même Duolingo s'est moqué de lui. Et au-delà du cas Doncic, il faut aussi regarder les autres moves des Mavs. Ils ont échangé Quentin Grimes, un 3&D en pleine ascension, contre un Caleb Martin qui est blessé actuellement et qui réalise une saison très compliquée. Je veux bien entendre encore une fois que les négociations de prolongation étaient compliquées avec Grimes, mais si tu mises sur le présent, comme ça semble être le cas, tu t'en fous de ça normalement. Dallas se retrouve maintenant avec une raquette encombrée et un playmaking qui se limite à Kyrie Irving. S'il se blesse, qui va organiser le jeu? En fait, avec ce move, Nico Harrison s'est condamné à une seule et unique issue possible, le titre. S'il ne gagne pas un championnat dans les 2 ans, cette décision, je pense, pourra vite être vue comme l'un des pires moves de toute l'histoire de la NBA. Après, peut-être que Dallas me fera mentir, ira au bout et va remporter un titre. Ça me fera fermer ma bouche et je ferai mon mea culpa, pas de souci. Ceci dit, je ne vais pas y aller par 4 chemins au vu de la concurrence qu'il y a dans la conférence Ouest, je n'y crois vraiment pas, et ce move, je ne le comprends pas du tout. Mais allez, ça suffit, on va les laisser tranquilles un petit peu les Mavericks parce qu'il y en a d'autres des équipes qui méritent ma colère. Si les fans de Dallas sont un petit peu en PLS en ce moment, j'ai aussi l'impression que ceux des Suns n'emmènent pas large non plus en ce moment. Tout le monde savait qu'ils voulaient bouger, ils l'ont chanté sur tous les toits, ils ont passé des semaines à essayer de se renforcer, à chercher un moyen de compenser un effectif ultra déséquilibré. Ils avaient besoin de profondeur, d'un vrai pivot, d'un meneur organisateur, de défenseurs fiables, et au final, rien, nada, que dalle. Enfin si, mais pas de quoi faire trembler la conférence Ouest. C'est bien de s'être débarrassé de Nurkic qui ne leur servait plus et de l'avoir envoyé aux Hornets, mais ça leur a coûté un pic, ça pique. J'apprécie la valeur de Vasilije Micic et de Cody Martin, ce sont des bons joueurs, mais je ne vois pas un monde où ils arrivent à transformer l'équipe et arrivent à combler leurs difficultés. Le problème, c'est que ces dernières semaines, les Suns n'avaient Dieu que pour Jimmy Butler, et ça a été un échec cuisant. Ils avaient tout misé là-dessus, sauf que Miami a réussi à obtenir un meilleur deal ailleurs. En désespoir de cause, ils ont même tenté de refourguer Kevin Durant de ce qu'il se dit, alors que Matisse Bian aurait pété encore il y a quelques mois qu'il était intouchable. Résultat, pas d'offre satisfaisante, et maintenant t'as une superstar qui découvre dans la presse que sa propre équipe voulait le bazarder. D'ailleurs, ça sent pas bon cette histoire, on a un KD qui a viré tout ce qui était lié aux Suns sur ses réseaux, et franchement il a pas l'air content, je le comprends. Et Bill, on en parle, le mec a une no trade clause en béton armé, et il en a bien profité. Les Suns ont tenté de le refourguer à toute la ligue, mais personne n'a voulu de son contrat démentiel. Ça, c'est une surprise pour personne, sauf pour les Suns apparemment, qui ont misé sur lui sans réfléchir aux conséquences. Maintenant, après ces bruits de couloir, tout le monde doit faire comme si de rien n'était, alors que Bill sait très bien que son équipe a tout fait pour le dégager. Super l'ambiance. En fait, le pire pour Phoenix dans cette trade deadline, ce n'est pas juste le manque d'amélioration, c'est l'image qu'ils ont renvoyée et les tensions qu'ils ont créées. L'effectif de Budenholzer est toujours aussi bancal, les Suns ont perdu des assets précieux, ils ont peut-être fragilisé la relation avec 2 de leurs stars. Franchement, si la saison tourne au fiasco et qu'une demande de trade de Durant arrive cet été, faudra pas faire les surpris. Et même Devin Booker, je suis pas certain qu'il veuille rester encore bien longtemps dans ce bousier. Ouais, pour moi, les Suns ont géré leur deadline de façon complètement catastrophique, avec une com totalement éclatée. C'est donc tout à fait logique, au vu de leur immobilisme et de la façon dont ils ont procédé, qu'ils fassent partie des grands perdants dans ma vidéo du jour. D'ailleurs, en parlant d'immobilisme, j'ai une question. Les Nuggets dans leur montagne, ils se sont mis à hiberner? Bon ok, je suis sévère parce qu'il faut l'admettre quand même. L'équipe tourne beaucoup mieux ces derniers temps, je ne vais pas leur enlever ça, mais est-ce que cette deadline c'était pas justement l'occasion parfaite pour améliorer l'effectif autour de Jokic? Le contexte est pourtant clair, Denver est un prétendant au titre, ça ne bouge pas. Avec Mike Malone à la baguette, un Joker en mode MVP perpétuel et un 5 majeur qui a déjà prouvé sa valeur, les Nuggets ont les armes suffisantes pour se montrer ambitieux, mais, et c'est là où le bas blesse, l'effectif manque cruellement de profondeur. En playoff, quand chaque rotation devient cruciale, l'équipe risque de payer cher son inaction là à la deadline. Et oui, dans le roster, il y a eu des pertes importantes depuis le titre de 2023, et je dois l'avouer aussi, le niveau de Jamal Murray m'inquiète. L'espoir repose donc pas mal sur de jeunes joueurs pour entourer les cadres, mais compter sur un développement rapide quand tu joues le titre, c'est un pari très risqué quand même. J'aime beaucoup ce que fait Westbrook depuis le début de la saison, mais ça ne suffit pas, surtout qu'en parallèle, pas mal de leurs concurrents à l'ouest se sont renforcés là, juste avant la deadline. Alors bien sûr, les Nuggets avaient peu d'actifs à trader, ils sont coincés financièrement et leur marge de manœuvre était réduite, mais dans une conférence ouest toujours plus compétitive, ne pas agir c'est presque reculer. À force de trop miser sur la stabilité, les Nuggets pourraient bien se retrouver à court d'options en mai ou en juin. Et si un de leurs cadres venait à se blesser, on pourrait alors vite assister à une élimination en play-off prématurée. Évidemment, seul l'avenir nous dira si Denver a eu raison ou pas de faire confiance en son noyau actuel sans pour autant le renforcer. Mais à ce stade, même si ce n'est pas catastrophique, difficile quand même de ne pas ressentir une pointe de déception dans ce qu'ont fait les Nuggets juste avant la deadline. Après, je peux comprendre aussi, parce que ce n'est pas toujours aussi une super idée de tout chambouler, surtout quand une équipe commence à gagner. Et en parlant de chamboulement, je vais parler des Raptors par
exemple parmi les perdants. Je ne comprends absolument pas ce qu'ils cherchent. D'un côté, on a l'impression que ça fait un petit moment qu'ils cherchent à complètement faire exploser leur effectif. C'est ce qu'ils ont fait en envoyant ailleurs Pascal Siakam, Fred VanVleet ou encore OG Anunoby. D'un autre côté, ils ramènent Brandon Ingram de façon totalement incompréhensible. C'est quoi le projet? Après, dans l'absolu, Ingram c'est un bon joueur, je ne vais pas lui enlever ça. À 27 ans, il est en plein prime et peut apporter un vrai boost offensif à Toronto. On parle quand même d'un mec qui tourne à plus de 22 points et 5 passes cette saison, avec une mécanique de tir ultra propre et une capacité à créer son propre shoot. Le souci, c'est que son arrivée brouille encore plus la direction que veut prendre cette franchise. Scottie Barnes à Toronto, c'était censé être le centre du projet, le gars autour duquel on construit, sauf qu'avec Ingram, on retrouve un problème qu'on a déjà vu bien trop fréquemment par le passé dans le Canada. Des joueurs qui occupent les mêmes espaces, qui aiment avoir la balle en main et qui risquent de se gêner mutuellement. Pourquoi faire ça? Surtout que même d'un point de vue financier, ce deal, j'ai eu beau essayer, je ne le comprends pas. Free agent cet été, Ingram pourrait être hyper gourmand et revendiquer un deal à plusieurs centaines de millions que les Pelicans ne voulaient pas lui donner. Et les Raptors sont-ils vraiment prêts à sortir le chéquier pour un joueur qui, au moins sur le papier, ne semble pas rentrer dans les plans? Non, franchement, je le sais, je me répète, mais je comprends vraiment pas pourquoi les Raptors ont fait ça. Ce ne sont pas les arrivées anecdotiques de James Wiseman et de Davion Mitchell qui vont changer la donne et les transformer subitement en candidats au titre. Parce que oui, vous savez ce qui est le pire dans tout ça, si on écoute certaines rumeurs, c'est qu'on ne sait même pas si Brandon Ingram pourra rejouer cette saison. Du coup, on pourrait se dire que l'objectif de Masai Ujiri, c'était le tanking, perdre des matchs et se montrer actif à la draft, mais dans ce cas, pourquoi envoyer des picanos là pour faire venir un mec qui ne joue pas? C'est pas un peu contradictoire? Bref, cette trade deadline, encore une fois, soulève bien plus de questions que de réponses à Toronto, et les dirigeants semblent totalement naviguer à vue en ce moment. Ce n'est jamais bon signe, ce genre de situation. Mais au moins, ils ne sont pas les seuls, et en parlant de naviguer à vue, j'ai l'impression que les Bucks aussi sont de très bons clients. On ne va pas se mentir, la venue de Kyle Kuzma en échange de Chris Middleton ressemble surtout à une tentative désespérée de calmer Giannis Antetokounmpo, de lui montrer que l'équipe bouge pour rester compétitive. Mais est-ce vraiment un move qui rend les Bucks meilleurs? Pas si sûr, même si Kevin Porter Jr. a lui aussi fait son arrivée dans le Wisconsin hier soir, ce n'est pas lui qui devrait changer la donne. Ce qui me fait peur aussi, c'est que d'un coup, avec de telles personnalités, Doc Rivers pourrait avoir bien du mal à gérer son vestiaire. Déjà oui, perdre Middleton, ce n'est pas anodin, il a été une pièce centrale du titre de 2021, un des coéquipiers les plus fiables de Giannis, et même diminué par les blessures, il restait un shooter ultra efficace, un créateur intelligent et un joueur qui apportait une certaine stabilité à Milwaukee. Les Bucks avaient un net rating bien meilleur quand il était sur le terrain, aux côtés de Giannis et de Lillard. Maintenant, il part rejoindre la pire équipe de la ligue, le pauvre, les Wizards, en échange de qui? Kyle Kuzma. Alors Kuzma, oui, c'est un joueur qui peut être utile, mais soyons francs, il est en train peut-être de réaliser l'une des pires saisons de sa carrière. 15 points de moyenne, un pourcentage d'adresse qui fait mal aux yeux, une défense fantôme, il jouait dans une équipe de Washington catastrophique où il était censé être une option offensive majeure et il n'arrivait même plus à répondre présent. Peut-être que le fait de jouer avec Giannis et Lillard va le réveiller, qu'il va retrouver un rôle de second couteau plus adapté à son profil, mais c'est un énorme pari. Et c'est bien ça le problème, ce trade n'apporte aucune garantie aux Bucks, alors que c'est de ça dont ils avaient besoin. Ils lâchent un joueur qui certes est vieillissant et limité physiquement, mais qui connaissait l'équipe par cœur, qui était un facteur clé du succès du passé, pour un Kuzma beaucoup plus imprévisible. Après, ok, le deal permet à Milwaukee de passer sous le second apron, et ça leur donne un peu plus de flexibilité pour le futur, c'est important. Mais si on parle basket, et c'est quand même de ça avant tout que veut entendre parler Giannis Antetokounmpo, c'est difficile de considérer cet échange comme une véritable amélioration. Au final, est-ce que les Bucks sont une meilleure équipe de basket après cette deadline? Bah pas évident. Ils misent tout sur un Kuzma qui doit se réinventer dans un rôle plus restreint, et ils perdent en fiabilité avec le départ de Middleton. Peut-être que ça fonctionnera, mais en l'état, ce move ressemble plus à un coup de poker qu'à une véritable avancée pour un contender comme doivent l'être les Bucks. Et ça, quand t'as un Giannis Antetokounmpo qui veut gagner dès maintenant, c'est franchement pas rassurant. Mais bon, je pense quand même que je préfère la situation actuelle des Bucks à celle des Bulls, tant là-bas, c'est n'importe quoi. À Chicago, là, avec cette deadline, on avait une occasion en ordre de définir tout le projet. Oui, l'opportunité était parfaite pour Karnišovas pour récupérer des assets, se reconstruire intelligemment et tourner une page dans un contexte qui, soyons honnêtes, ne mène nulle part depuis bien trop longtemps. Et pourtant, il a réussi à rater le coche. Encore une fois, c'est pareil tous les ans. D'abord, Zach LaVine, il était censé être leur monnaie d'échange la plus précieuse, et ce qu'ils en ont tiré en retour est affligeant. Certes, son contrat est horrible, mais un ancien double All-Star qui tourne à 24 points par match et vit l'une de ses meilleures saisons au tir devrait valoir bien plus que Kevin Huerter, Zach Collins et le retour de leur propre pic. Chicago devait trouver mieux, il devait maximiser sa valeur. Au lieu de ça, ils l'ont bradé. Et ce n'est pas fini, Nikola Vucevic, qui de son côté joue probablement la meilleure saison qu'il connaît depuis son arrivée à Chicago, est resté, alors que sa valeur n'a sûrement jamais été aussi haute. Pourquoi le garder? Ce projet est censé repartir sur de nouvelles bases après les départs de DeRozan et de LaVine. Vucevic ne rentre plus dans la timeline de cette équipe, il avait une vraie cote sur le marché, les Bulls auraient pu en tirer quelque chose, mais non, un immobilisme total de la part des dirigeants. Surtout qu'à côté de ça, il y a aussi Lonzo Ball. Son retour, après ses pépins physiques, est un exploit. Son QI basket est toujours là, sa défense aussi, mais soyons honnêtes, il a perdu une bonne part de son explosivité, et Chicago est déjà blindé sur les postes arrière, avec Kobe White, Josh Giddey, Ayo Dosunmu et maintenant Trey Jones, alors pourquoi le re-signer sur 2 ans? Certes, le contrat est malin, sur
le papier, mais encore une fois, ils ne collent pas du tout avec la trajectoire que cette équipe devrait suivre. Mais en fait, c'est ça le vrai problème. Qui la connaît, cette trajectoire? Quelle est la direction de cette équipe? Arturas Karnišovas semble être le seul à ne pas voir que ce projet est coincé dans une impasse, et ça fait bien longtemps que ça dure. La trade deadline était une occasion parfaite pour faire table rase et reconstruire intelligemment. Résultat, une stratégie floue, un trade raté et des décisions incohérentes. Maintenant, les Bulls ont été actifs cette fois-ci, on ne peut pas leur reprocher ça, mais dans ce cas-là, autant être actifs jusqu'au bout, pas seulement à moitié. Ils n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient dû faire, et ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à l'envers. Franchement, ça, j'en ai vu des perdants qui ont fait n'importe quoi dans cette trade deadline, mais c'est sûrement encore pire que l'immobilisme. Je vais peut-être être sévère, mais stop, ça suffit. Le GM lituanien a fait son temps à la tête de cette équipe. Merci de rapidement le remplacer et de passer à autre chose. Ça fait de la peine de voir une franchise historique comme les Bulls patauger dans la semoule à ce point depuis tant d'années. Tout ça à cause d'un manager qui fait nimp. Alors please, maintenant, assume et prends un nouveau départ, mon cher Arturas. Même si je t'aimais beaucoup quand t'étais un joueur au Cholet Basket il y a tant d'années. Mais là encore une fois, à cause de toi, les Bulls font partie des grands perdants de cette trade deadline. Et ça fait beaucoup trop d'années que c'est comme ça. Bref, il est temps de me calmer un petit peu sur Arturas parce que peu à peu on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté 6 équipes gagnantes, une équipe pour laquelle j'avais des doutes en bonus et 6 équipes perdantes. Par contre, comme vous l'avez vu, cette semaine avant la deadline, il y a eu pas mal de moves et je n'ai pas pu évoquer absolument tout le monde, même si j'ai essayé quand même de brosser tout ce qui était le plus important. Si certaines équipes ou certains joueurs ne sont pas apparus aujourd'hui dans mon contenu, ce n'est pas un oubli, c'est un choix. Il a fallu se concentrer aujourd'hui sur les moves les plus marquants, ceux qui redéfinissent les objectifs d'une franchise, ou ceux qui, au contraire, la condamnent à l'immobilisme. Prenons Atlanta vite fait par exemple, je trouve que c'est pas mal de les mentionner. Landry Fields a bien travaillé en récupérant de la valeur pour DeAndre Hunter, en se débarrassant de son gros contrat à bon prix, et en mettant la main sur Terrence Mann, mais aussi en perdant Bogdan Bogdanovic. En tout cas, au final, est-ce que ça change la face de la franchise? Pas sûr, surtout que désormais, l'avenir de Trae Young semble assez incertain en termes de timeline. Pas évident donc de les ranger parmi les grands gagnants ou les grands perdants, en tout cas pas de gros bouleversements non plus chez eux. Même chose pour les Clippers qui ont fait un bon coup en récupérant Bogdan Bogdanovic, mais rien non plus de totalement affolant qui va les transformer sur le papier. Washington a aussi fait du bon boulot dans ses projets de tanking en récupérant des assets et des vétérans, mais encore une fois, on est loin des deals qui peuvent être considérés comme de véritables game changers. Maintenant, je l'avoue, il y a certaines franchises qui auraient peut-être mérité qu'on s'attarde un petit peu plus sur elles, mais je m'en fais pas, d'autres le feront. Memphis par exemple, se débarrasser de joueurs comme Smart et Laravia juste pour alléger la masse salariale, c'est triste, surtout qu'en parallèle, d'autres teams comme les Spurs et les Lakers se sont bien renforcés à l'ouest. Petit mot sur les Wolves, qui n'ont rien fait eux non plus, et c'est dommage. Anthony Edwards aurait sûrement bien aimé voir arriver un vrai renfort au vu de la situation actuelle de l'équipe qui est loin des ambitions initiales. Et puis il y a les cas individuels aussi que je n'ai pas abordés, alors que certains valent le détour. On a un Dennis Schroeder par exemple, qui cette saison a été envoyé de Brooklyn à Golden State, puis vers Utah, puis vers Détroit. Le mec collectionne les miles chez American Airlines depuis sa déclaration qui a fait polémique sur le fonctionnement de la Grande Ligue. Le français Sidi Sissoko qui se retrouve coupé après avoir été transféré 2 fois aussi, ça fait mal. J'aurais adoré voir une vraie French Connection à Washington, et j'aurais pu penser que les Wizards, au vu de leur situation de tanking, puissent lui donner une chance, il a du potentiel, mais ce n'est pas le cas, ils ont refusé, c'est dommage. D'ailleurs on l'a dit, dans la capitale, à Washington, maintenant, il y a Chris Middleton, mais il y a aussi Marcus Smart, les pauvres eux aussi. Après des années dans des équipes ambitieuses, les 2 vétérans, s'ils ne sont pas coupés, vont maintenant jouer pour le tanking. Tous ces joueurs, il faut l'ajouter aussi, ont perdu beaucoup ces derniers jours. Enfin bref, stop, je pourrais en parler des heures de cette deadline tant elle m'a passionné, mais vous avez compris l'idée. J'ai fait des choix et ce sont ces moves-là qui me semblaient les plus intéressants à aborder pour définir qui sont les grands perdants et les grands gagnants de cette période. Il fallait se mouiller et je l'ai fait, alors maintenant à vous de faire pareil, j'y tiens fort. Qui, selon vous, sont les plus gros winners et les plus gros losers de cette trade deadline? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de poser quelque part, à droite, à gauche, mes petits likes sur les commentaires comme d'habitude que je trouve les plus intéressants. Je compte sur vous là-dessus.